part le procès-verbal de l'Assemblée du 9 septembre dernier. Y a-t-il des remarques sur le PV? Alors, s'il n'y en a pas, je mets au vote. Oui. Monsieur Oui. Le. Oui. 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 Oui, merci. Le point 2 concerne un recours au Conseil d'État. On vous demande l'autorisation d'ester en justice pour un permis concernant ce que nous appelions l'imprimerie base, qui est maintenant un projet. Et donc, refuser ce permis et aller en recours. On se trouve ici, semble-t-il, dans une situation raisonnable, à proximité. il y a un petit problème, on ne vous entend pas. On n'entend pas. Rester en route. Il semble ici, si j'ai bien lu le dossier, c'est un immeuble à 5 appartements, ce qui semble raisonnable pour... on est dans le centre, donc pour la densification, je crois qu'on n'est pas dans les immeubles mastodontes qu'on voit par ailleurs à d'autres endroits de la commune. Je voulais juste demander pour quelle raison ce dossier, sauf erreur de ma part, n'était pas passé en CCATM. Si c'est un dossier qui était susceptible de générer ce genre de situation. Et effectivement, j'avais la même remarque que M. Cassier, savoir quels étaient les arguments. Voilà, merci beaucoup. Bon, alors il faut prendre remonte déjà à 2017 et qui disent que deux bâtiments sont concernés. Donc, pour reprendre brièvement les choses, en 2017, le permis avait été refusé par le collège parce que l'immeuble avant, l'appartement à l'avant était trop important. Le ministre avait confirmé notre décision. En 2019, un permis a été octroyé par le collège pour ce bâtiment parce qu'il avait été réduit, comme ça avait été travaillé avec le service et avec l'accord du collège. Mais la voisine a été en et le Conseil d'État nous a demandé de tenir compte du bâtiment à l'arrière. Et donc, parce qu'en fait, dans les réserves, on avait mentionné ce bâtiment. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que dans ce hangar, il y a un nombre de corps importants et qu'il y avait des nuisances importantes aussi pour les riverains. Donc voilà, il y a eu un recours alors du demandeur contre cette décision du refus du collège a décidé finalement d'octroyer le permis. Et donc aujourd'hui, on va au Conseil d'État pour défendre notre point de vue, qui est de dire qu'il faut gérer ce hangar, j'ai envie de dire, d'une façon qui correspond, qui convient dans un environnement d'habitation. Voilà. Mais justement, dans la décision du ministre, le ministre octroie, qu'est-ce que la commune répond à? L'affaire a été présentée. Parce que je ne les ai pas vus sur des erreurs dans le dossier. Dit que voilà. Ça va être le jeu de coup. Mais excusez-moi, mais pour bien comprendre, vous parlez de la proche
l'immeuble a été C'est l'ensemble. Je mets au vote. Oui. 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 Oui, 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 Oui. 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 oui, Oui. 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 Alors, nous passons au point 3 qui concerne donc le plan d'investissement exceptionnel pour la Fédération Wallonie Bruxelles pour l'enseignement. Et donc, c'est une adaptation du programme que va nous expliquer le chemin d'enseignement. Un appel vide à l'école du Chenois. Ici, donc on a eu une réunion avec la Fédération Wallonie Bruxelles et on a apporté 2 fois. Je mets au vote. Oui. 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 Alors, le point 4. Pour la rénovation du toit de la toiture du hall omnisport. Ça, je vais peut-être envie d'expliquer ça. Ça a été technique, mais qui a été demandé. C'est suite donc, Par la aux région. visites qu'il y a eu par rapport donc, à l'appel d'offres qui a été fait. Donc, différentes entreprises sont venues pour visiter le futur chantier. Et donc, en coordination avec la région wallonne, il a été décidé d'apporter certaines précisions. Et donc, c'est principalement par rapport à la pose des panneaux photovoltaïques. Donc, ça avait été mis de manière relativement standard, je vais dire ça comme ça. Et donc, une étude plus approfondie par rapport à la stabilité de la toiture et par rapport à des fameux plots qu'il faut installer.
Mais il y a eu du bleu. Oui. Comme ça date de février 2024 que le collège avait pris position, je l'ai dit, c'était une question d'urgence. Oui. Hein? Mais la région Wallonne n'a pas accepté l'urgence. Donc voilà, c'est avec la région Wallonne. Oui, non, mais de toute façon, il est important de pouvoir faire des travaux intermédiaires pour pouvoir terminer. Très bien que même en attribuant l'offre, le temps passe, la saison sportive avait commencé. Utiliser la salle. C'est clair pour tout le monde? Alors je mets au vote. Oui. 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 Nous relançons le marché pour 5 et 6 pour donc l'utilisation du parc à conteneurs. On arrête la première procédure pour une durée de 4 ans puisque les gestionnaires du parc demandent une période de 2 ans pour pouvoir s'aligner avec la commune de Braine-l'Alleud. Donc point 5, on arrête la procédure de 4 ans. Point 6, on relance le marché pour 2 ans. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur Verdun. Oui, voilà. J'aurais bien voulu savoir s'il y avait une réflexion du collège concernant l'emplacement, éventuelle qu'on aura nécessairement peut-être besoin à partir de 2026. Est-ce qu'il y a des contacts avec l'INVOE par rapport à ça? Donc pour l'emplacement à la parc à conteneurs, dans la mesure où il y a un... Oui, je vous écoute. Vous avez compris la question? Mais je pense que vous n'avez pas compris le sujet. Le sujet, c'est juste un lancement de marché qu'on nous demande de faire sur 2 ans pour que les marchés concernant les parcs à conteneurs soient faits en même temps pour Braine-l'Alleud. Il n'y en a qu'un aujourd'hui dans la région, c'est celui-là. Notamment parce que René Louis a une dans sa vocation elle-même d'occupation des lieux pour le parc à conteneurs. Dans l'hypothèse où René Louis ne parvient pas à poursuivre des activités, nous aurons sans doute... Oui, mais nous, on n'en est pas là. Aujourd'hui, René Louis est sur la commune de Braine-l'Alleud. C'est bien là ma question, on n'en est pas là. Oui, mais René Louis est privé. C'est dans 2 ans, ça veut dire que d'ici 2 ans, une réflexion, une réflexion doit exister dans la mesure où on va trouver éventuellement une solution alternative. Alors, ma question, est-ce que vous avez une réflexion alternative par rapport à ça au collège? 2, avez-vous des contacts avec l'INVOE éventuellement et Braine-l'Alleud pour éventuellement trouver une solution alternative, ce qui permettrait d'ailleurs que le marché public soit réel, puisqu'ici on est quasiment tenu par ce lieu-là comme parc à conteneurs. Et alors, justement, est-ce que René Louis même cherche une autre implantation? Je trouve que anticiper, c'est prévoir, c'est gouverner. Et aux discussions et avec l'INVOE, c'est Zuma qui est en charge du dossier. Et par rapport à Braine-l'Alleud, ben oui, évidemment qu'on travaille main dans la main et que donc s'il fallait envisager soit de changer, de modifier, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui c'est le seul dans la région, donc il faut vraiment réfléchir à des pistes alternatives qui soient réalisables. On ne va pas envoyer les Waterlootois leurs déchets à Wavre, voire ça avec Sansard. Mais je vais laisser M. Dumas qui était aux dernières réunions avec l'INVOE. L'info, s'il en a. Non, mais je pense que tout a été dit, donc on est en contact. Il y a, sur l'évolution de l'ensemble de gestion des déchets, les différents types.
préciser qu'aujourd'hui, cette situation-là est tout à l'avantage des Waterlootois et des Brennois, puisque en termes de coût, Réunion est bien plus compétitif que Main BW jusqu'à présent. Pour la suite, et donc, nous entendons des discussions avec MLE et avec tous les partenaires qui seraient prêts à travailler dans ce genre de conditions-là, pour justement éviter le conflit. Oui, c'est M. Verdun, comme vous dites, on va pas envoyer à voir, mais pourquoi ne pas alors penser à installer ce parc sur le territoire de la commune? Voilà. Mais vous savez comme moi que la commune est déjà fortement. Donc, c'est pas en tout cas aujourd'hui dans les pistes avancées. Je pense que ça permettrait à la commune d'être tout à fait autonome et de ne pas dépendre d'une autre commune. Sinon, il y a un dépôt communal, je crois, très vulgaire qui pourrait peut-être servir aussi dans le droit. Il faut beaucoup d'espace pour un parc à conteneurs, sans compter que c'est pas une discussion qu'on doit avoir. Un parc à conteneurs, dépôt communal. C'est pas le débat, c'est pas le débat, c'est pas le sujet. C'est plus loin. Au-delà du pont, il y a aussi. Voilà, je note votre proposition. Non, mais la réflexion, elle est en cours. La réflexion, elle est en cours. Je mets donc au vote. Oui. 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 Alors, 2.7 concerne le lancement du marché, le renouvellement du marché pour la prévention des animaux nuisibles sur le territoire de la commune et surtout la campagne de dératisation. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Dumas? Ah, M. Verdun. Voilà. C'est un sujet que les habitants soulevaient assez souvent, à mon sens, quand on était en contact avec eux. C'était la présence de rats sur le territoire de la commune, quasiment dans tous les quartiers. Alors j'ai examiné le cahier de charge qui est préparé par l'administration. 2 fois par an, il y a un nettoyage au niveau des égouts et des avaloirs et des biens communaux, les parcs, les rues, les ruisseaux. Est-ce que c'est suffisant vu le résultat qu'on a aujourd'hui? C'est le sentiment que j'ai, je n'ai pas d'analyse scientifique sur la présence des rats à Waterloo, c'est vraiment ce que les gens expriment. Alors, il y a aussi le traitement des biens privés. Dans quelle mesure cela se fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'effectivement, ils n'ont pas ce type de service. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est uniquement une fois par an? Je constate aussi qu'il y a l'achat, il y aurait un stock de 500 sachets de 500 grammes. Est-ce que c'est suffisant pour la dératisation à Waterloo? Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir si, effectivement, le travail, le cahier de charge est suffisamment sûr, sérieux, de façon à avoir plutôt un résultat satisfaisant pour la population. Global pour la dépense, vous avez vu, c'était 31 000 € pour 4 ans. C'est pas énorme, mais encore faut-il avoir des résultats. Est-ce que
le contrôle 2 fois par an est suffisant principalement dans nos égouts et dans les avaloirs à Waterloo. Voilà. Je crois que c'est une question de salubrité publique et c'est quand même beaucoup plus conséquent qu'on imagine. J'avais aussi une question, peut-être vous pouvez répondre aux deux en même temps. Oui, je vous en prie. C'était aussi par rapport au traitement des biens privés. Donc, dans le cahier de charge, il est juste parlé de traitement des biens privés et puis on voit qu'il y a achat des granulés. Donc c'est pas très clair parce que moi j'ai une fois dû faire appel à eux parce que j'avais proche du bois, donc j'étais un peu intéressée. Et donc tout ce qu'on m'a répondu c'était qu'on pouvait me fournir des petits sachets. Et donc voilà, j'étais pas très chaude à utiliser ces petits sachets et j'avais pas d'explication en plus. Pour limiter un petit papier, mais donc je pense que dans le cahier de charge on devrait quand même prévoir quelque chose où on dit bien aux gens que c'est dangereux d'utiliser ces sachets et peut-être pas juste les déposer et qu'il y ait vraiment quelqu'un qui se déplace et qui vient les placer de manière sécurisée pour éviter les drames qu'il y a eu avec les renards, etc. Et pour le moment, ça n'apparaît pas dans le cahier de charge. Oui, pour vous rassurer, c'est une procédure négociée. Donc en fait, l'idée est bien de délatiser et de positionner dans les espaces publics 2 fois par an sur l'ensemble du territoire. C'est 2 fois par an, mais c'est sur un grand nombre d'endroits et c'est de façon très étalée. Donc l'idée est quand même d'être efficace à ce niveau-là. Ensuite, il y a la partie bien privée, où là, effectivement, on a eu quelques problèmes significatifs en termes d'accompagnement de la méthode. Et ça a déjà été précisé à la société précédente. Ici, on précisera de la même façon. L'idée est quand même d'accompagner et d'aller traiter uniquement les endroits où il y a des galeries, par exemple, et pas simplement disposer des pièges parce qu'on a à passer. Voilà. Pour répondre à l'efficacité, M. Verlin, l'idée est quand même d'être complémentaire à différents types d'approches, et donc notamment à l'amélioration de la gestion des composts, qui pose quand même beaucoup de problèmes. On sait que le trottoir aime faire du compost, mais il faut encore le faire convenablement si on veut éviter la prolifération de rats. Et rien ne nous empêchera à l'avenir d'adapter encore si on voit que ce n'est pas efficace. Mais le problème derrière tout ça, c'est que c'est quand même grandement lié à la météo, puisque moins il gèlera, plus il y aura de rats, plus il gèlera, moins il y aura de rats. Et ça, on ne sait pas encore le prévoir chaque année de façon identique. Donc on doit tenir compte de tous les paramètres, les mettre tous ensemble et ajuster les curseurs autant dans le marché de l'alphabétisation que dans nos campagnes de sensibilisation, que dans nos actions en matière d'environnement pour arriver à un résultat optimal sur l'ensemble du territoire. Sans oublier, bien sûr, les actions individuelles des citoyens qui peuvent toujours aussi faire appel de leur côté à des sociétés privées afin d'éviter d'augmenter trop la facture pour l'intérêt général. Voilà. Je pense qu'il faudrait peut-être dans le cahier de charge préciser notamment l'intervention. Il y a une intervention gratuite s'il y a une réinfection sur le territoire. Voilà, est-ce que l'administration l'a demandé cette année-ci ou ces dernières années? C'est un peu le contrôle, puisque le marché le prévoit. C'est pour l'utilisation la plus efficiente alors du cahier de charge. Effectivement, il y a une réutilisation s'il n'y a pas de résultat. Il y a aussi des interventions à la demande, mais qui doivent être faites en général par l'administration pour rester cohérent sur l'ensemble du territoire. Question? Je me vote? Oui. 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 Le point suivant est le lancement du marché pour le traitement des déchets type bois pour les dépôts communaux. C'est le renouvellement d'un marché classique. Pas de question? Je mets au vote. Oui. 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 Le point 9 concerne l'installation d'une station de voitures partagées. C'est le lancement d'un marché. Y a-t-il des questions? Oui. On va commencer par les dames. 9 et là. Oui, si j'ai bien vu, en fait, il s'agit de voitures à essence et pas des voitures électriques.
Pour On va voir prendre toutes les encore. questions. Et alors, je n'ai pas vu non plus l'emplacement de stationnement. Même question. Oui. J'ai aussi lu les descriptions des exigences techniques. Je ne sais pas si c'est l'administration qui a sorti ça ou si c'est un cahier de charge modèle. Mais c'est d'une manière objective très difficile à comprendre. Je lis à la clause 11, sortie du marché d'un véhicule rentable et déploiement éventuel de véhicules supplémentaires. Au frais de qui? Je sais pas. La commune ne devra plus combler la différence de service de rentabilité par après. Incompréhensible. C'est le texte que je lis. La commune de Waterloo, aux conditions d'octroi, accepte une participation financière sur base du nombre de réservations au bénéfice de l'opérateur afin de pouvoir couvrir les risques d'une croissance d'occupation plus lente ou moindre par rapport à l'utilisation moyenne d'une voiture partagée. Je veux dire, moi je ne sais pas réaliser ce que c'est objectivement et quelle est la participation financière de la commune. Je suis incapable, je ne sais pas comment on peut évaluer cela. C'est objectivement parlant, je ne sais pas comment c'est possible d'appliquer ce type de règles, ou alors, je ne sais pas lire un cahier de charge, ça c'est possible, mais ce n'est pas compréhensible. Alors ensuite, moi je ne comprends pas pourquoi la commune doit payer une entreprise pour faire ça. J'imagine que l'entreprise, si elle met 2 véhicules à disposition du public, ce qui est très bien en soi, l'objectif, c'est quand même pour gagner de l'argent, mais c'est quand même nous qu'allons payer. C'est quand même, on s'engage ici pour 65 000 €, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas mal, 63 900 €, TVA compris, pour 4 ans. Voilà, et alors on permet on doit aménager des emplacements, etc., maintenir les stations, etc. Qui fait les pleins des véhicules? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris dans quel charge que j'ai essayé d'analyser le plus correctement possible ce qu'il en est. Je les ai passés à mes cheveux. Monsieur Greenmayer. Voilà, je vais répondre. Donc, pour répondre d'abord à donc il va y avoir ces 2 voitures pour commencer. On démarre par du thermique parce que le coût est vraiment vachement plus faible. Et en plus c'est un test, on ne sait pas si les véhicules vont être vraiment pris longtemps, pas longtemps. Et puis c'est rapide aussi puisqu'il y a aussi un deuxième marché qu'on aurait dû faire pour les bornes en parallèle. Si on Je pensais hybride en fait. Bon, ici on a rencontré 4-5 sociétés qui font ça. On a téléphoné à toutes les communes voisines qui ont déjà des véhicules. La majorité ont démarré par du thermique. Et puis si ça fonctionne bien, à faire de l'électrique par la suite, pourquoi pas. C'est pas parce qu'on a deux thermiques pour commencer qu'on ne peut pas passer à l'électrique par la suite. Pour le placement, on nous suggère de le faire près de la gare pour commencer. Je pense que c'est un bon emplacement pour démarrer ce genre de projet, mais on n'est pas encore fermé, c'est pour ça que ce n'était pas dans le dossier, parce que voilà, on peut en discuter sans problème. Pour répondre à M. Verdun. En fait, c'est parce que je pense que quand on avait parlé de la place Caprier, qu'on avait dit qu'on en mettrait une place Caprier. C'est près de la gare, oui. C'est une bonne idée. De mettre près de la place Caprier, c'est une bonne idée. Pour répondre à M. Verdun, donc en fait, c'est un prix 63 000 que vous avez cité, est donc un prix maximum qu'on paierait. Le prix dégressif en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc la commune devra payer un montant mensuel et en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les usagers, plus la voiture soit utilisée, moins ça coûtera. Je peux vous donner tout le tableau si vous voulez après la séance. Comme ça vous voyez le comparatif de ce qu'on a pu en tout cas voir par rapport aux différentes sociétés qui sont sur le marché. Donc il y en a qui
indicateurs sont différents aussi, que ce soit une société, je vais pas citer les sociétés, mais il y a des sociétés qui sont moins chères pour l'usager et d'autres qui sont plus chères, et d'autres qui sont plus chères pour la commune et moins chères pour l'usager. Mais comment ça se fait qu'on paye un montant de base? Normalement, ces entreprises sont censées faire de l'argent. Tout de même, quand elles mettent à disposition en location, est-ce qu'on paye une société de location de véhicules pour qu'ils viennent à Waterloo? Non, elles se placent à Waterloo, elles louent des véhicules et les utilisateurs vont payer. Donc, dans quelle mesure nous devons-nous payer pour avoir ce type de service? Économiquement, ça m'échappe. Et alors, en plus, comme je dis, nous acceptons une participation financière sur base du nombre de réservations. Mais quelle est cette participation financière? La commune va payer un petit peu, c'est normal quand même. C'est un projet, c'est inciter les gens à apprendre à diminuer. Que nous mettions à disposition des emplacements est déjà énorme. Nous mettons donc une partie de l'espace public à disposition d'une société pour qu'elle puisse générer un type de service que les gens attendent éventuellement et pour lequel elle gagnerait sa vie. Et nous ne devons quand même pas logiquement payer. Je ne vois pas l'avantage économique pour la commune. Monsieur Thuner, qui avait milité précédemment, a aussi tenté l'expérience pendant de nombreuses années, ça n'a jamais pris. Il y avait une société qui s'appelait la société SNK, je vais s'appeler parce qu'en fait, voilà, elle a fait faillite sur la partie, en fait, pour les particuliers, pour les voitures partagées pour les particuliers. Ça a marché pour les entreprises, mais pas pour les particuliers. C'est ce qu'on avait essayé à Waterloo. Et donc, après quelques mois, ils ont dit voilà, c'est pas possible, on y arrive, on ne peut pas le faire. Et donc, la seule manière, et toutes les communes, c'est peut-être ce que Brian n'a pas ajouté, mais toutes les communes qui ont essayé au départ mettre de l'argent sur la table, et puis petit à petit, en fait, il y a un public qui arrive. Et c'est ce que je pense que Brian a expliqué, à un moment donné, en fait, il y a suffisamment de gens, et donc l'opération devient rentable. Et donc, on peut les 65 000 € qu'on met sur la table au départ, et s'il y a suffisamment d'utilisateurs, la commune, ça ne lui coûtera rien, parce que les 65 000 € seront récupérés sur le nombre d'utilisateurs qui seront utilisés le service. À la limite, on gagnera de l'argent. Non, il y a un plafond, le but est d'arriver à zéro. On remboursera l'argent qu'on a payé. Mais il y a certaines communes, on récupère les 65. En effet, qui payent zéro. Et le c'est de trouver des solutions. C'est d'inciter. Oui, ça coûte à plus. C'est pas clair. C'est le but d'expliquer. Des paroles. On se réjouit de voir les voitures passer. C'est gentil. Il y a une demande, a priori. Et à un moment donné, voilà. si on n'incite pas et si on n'essaye pas de proposer des services à la population, ben, chacun garde sa voiture, il n'y a plus personne qui bouge. Donc il faut effectivement, et je pense que c'est une mission d'une commune, c'est de proposer des services et de stimuler l'envie d'essayer des nouveaux modes de déplacement. Sinon, ben voilà, l'expérience des bornes électriques, comment ça s'est terminé, l'expérience des bornes électriques? Une entreprise privée qui avait placé 2 bornes électriques. C'était pas une privée. Non, C'était ORES. C'était c'est le gouvernement wallon qui a dit que c'était pas dans son business, c'était pas son core business. Mais Vous ça pouvez pas mettre des bornes en bien. même temps que de fournir de l'électricité. Donc partout où ils avaient mis des bornes, ils ont dû les retirer. Ça n'a rien à voir. Et les bornes électriques qui sont placées sur des sites privés, hein, sur les sites des supermarchés par exemple, fonctionnent très bien, elles sont utilisées. Et donc à un moment donné, si le rôle d'une entreprise publique comme une commune n'est pas de proposer des services alternatifs à la population pour essayer de désengorger sa commune, je pense que c'est une des missions des autorités communales et c'est normal de le mettre en place. Mais si effectivement la société qui met ce genre de choses pour les voitures partagées en place ne s'y retrouve pas, en tout cas au début, avec un incident communal, ben, elle ne vient pas. Et alors c'est statu quo, il n'y a plus personne qui bouge. Mais je pense que c'est pas ça qu'on veut pour Waterloo. Voilà, je mets donc au vote et merci aux deux échevins, l'ancien et le dernier, pour les explications. Oui. 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 Attention. Oui. 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 Le point 10 concerne
l'acquisition d'un camion porte-conteneur pour le service travaux. Oui, Monsieur Cassier. Merci, oui, voilà. Je voulais faire, donc il n'y a pas de camions porte-conteneurs actuellement, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de... C'est pas le remplacement d'un véhicule, hein, il n'y en a pas actuellement. Si, il y en a qui est fini, usé, qui a juste fait l'âge. Et donc oui, si c'est le remplacement d'un véhicule existant, c'est un camion qui sert à transporter les matériaux pour le service travaux. Merci. Je ne connais pas la couleur. Je mets au vote. Oui. Le point suivant concerne l'administration et le personnel et le contrat cadre avec le service public fédéral pension pour pouvoir contracter une assurance hospitalisation. Oui, monsieur Verdun. C'était évidemment une très bonne mesure, hein, d'autant plus que c'est vraiment sur base volontaire du membre du personnel. Dans quelle mesure, justement, ici, il ne peut pas y avoir une synergie avec le personnel du CPS? Mais pourquoi c'est pas fait en même temps? Je croyais que le rapprochement physique des deux administrations ferait en sorte qu'il y aurait des synergies, et notamment pour ce type de marché, à partir du moment où on a éventuellement plus de demandes, il peut y avoir éventuellement une négociation plus favorable et plus légère au point de vue administratif. On adhère à un marché cadre existant. On ne lance pas un marché, on adhère à un marché qui est un marché collectif qui existe. Et donc, qu'on soit avec le CPS ou seul, ça ne changera rien. C'est un marché cadre qui existe, et donc on y adhère, et on est libre d'y participer ou pas, tout comme le CPS est libre d'y participer ou pas. Ça n'a rien à voir avec un marché qui serait plus avantageux si on se mettait ensemble. Ce marché existe, on adhère tout simplement. Je mets donc au vote. Oui. Alors, les points finances, nous avons... Alors, soyez bien attentifs. On va joindre le point 12, le point 14, 15, 16, 18, 19, 20, 38 et 39, qui sont les vérifications de caisse notamment, mais aussi et surtout l'arrêt du compte de fin de gestion du directeur financier sortant, que je vous demande d'excuser puisqu'il n'a pas pu être là ce soir. Donc nous avons le PV de vérification pour le premier trimestre 24, le deuxième trimestre 24, le troisième trimestre. La même chose pour la régie, donc premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et nous avons, je ne me trompe pas, les PV vérification de caisse, deuxième et troisième trimestre 24 pour la police. Oui, j'avais juste une petite question pour le point 12. J'étais étonnée de lire qu'il y avait une montre qui avait été trouvée dans le coffre. C'est une montre Cartier. C'est écrit, il écrit tout ce qu'il y a, et alors il dit que dans le coffre il y a une montre Cartier. Il y a même des enveloppes aussi. Il y a des enveloppes, mais on ne dit pas leur contenu.
C'est pas un gros mot. Je vous invite à envoyer vos questions. Oui, je ne sais pas. Je ne demande pas accès au code. Comment ça se fait? Il y a une montre, est-ce que voilà, quelqu'un une fois offert, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais je ne sais pas la question. Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas accès. On lui posera la question. Voilà, pour le reste, on peut passer au vote? Non, monsieur Bernard. Intervention. Oui. Comme d'habitude, je dirais, je regarde toujours l'évolution des réserves et problèmes. Mais on n'est pas à ces points-là, monsieur Bernard. On n'est pas au point 12. Ah, c'est rien que le... On n'est pas à la modification. Ah, j'ai été distrait dans votre présentation, je croyais que c'était tout ensemble. Pourtant, il est très attentif. Vous l'avez dit. Et j'étais attentif pour le fait que j'ai entendu qu'il fallait. Mais vous étiez déjà sur votre intervention. Vous en perdez votre attention. Donc, je mets au vote les points, je répète, les points 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 38 et 39. Oui. Nous en arrivons donc au point 13, 17, 36 et 37. Qui sont donc la modification budgétaire numéro 2. Alors, nous avons évidemment eu une commission finances et nous avons donc répondu, et je remercie la directrice financière d'avoir répondu de façon exhaustive à toutes les questions qui ont été posées. Donc, nous ne nous étendrons pas aux différentes questions aujourd'hui, en tout cas techniques. Je résumerai très rapidement la modification budgétaire 2024, numéro 2, pardon, en disant qu'elle est principalement une modification qui est un exercice d'équilibrage technique, donc avec un résultat positif à l'exercice propre de 79 165,79 pour être précis à l'ordinaire, au global plus 1 680 114 dont on reverse un million au fonds de réserve extraordinaire. On a un IPP recalculé avec donc un surplus de 225 000 €. On a reçu un subside d'énergie de la région wallonne de un peu plus de 39 700 €. Ça, c'est pour l'ordinaire. En bonne nouvelle, donc, nous avions prévu, on regagne donc 120 000 €. Je me perds dans mes chiffres, j'aurais oublié les 120 000 €. Si je me trompe, je prends en cahier. Non, c'est 12 000 € donc, du personnel de la régie communale ordinaire. On a moins de 400 000 € de personnel communal et moins de 160 000 pour le personnel enseignant. En revanche, on perd 200 000 € de recettes pour les accueillants subventionnés liés donc, au nouveau statut des accueillants. Donc l'ONE, évidemment, reprend son subside. À noter aussi que pour l'impôt, le précompte immobilier, on a reçu jusqu'à aujourd'hui seulement 4 540 000 € de recettes cette année sur les 17, j'ai dit 4 540 000 sur les 17 825 000 € que nous devons recevoir et que nous devrions recevoir d'ici la fin de l'année. Voilà pour l'ordinaire. En ce qui concerne l'extra, donc on n'a pas le budget CPS puisqu'il n'est pas inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui puisqu'il a seulement été voté la semaine dernière au Conseil CPS, donc il viendra plus tard.
En ce qui concerne l'extraordinaire, ce sont principalement les projets PIC pour lesquels nous devons clôturer et attribuer les marchés pour que nous recevions les subsides régionaux d'ici la fin de l'année. Donc il faut attribuer les marchés d'ici la fin de l'année, ce qui explique une MD2 qui peut paraître un peu lourde à l'extra, mais c'est classique, puisque à chaque fois on clôture les marchés, on attribue. Donc dans les projets PIC, il y a évidemment une durée qu'on termine, le chemin des postes, le chemin d'Arsens. On a aussi l'inscription pour l'asphaltage, pour le plan Primatie, Pivoisie, des mises en souterrain. Et on a également prévu l'achat du terrain Brève du Garde. Voilà. En ce qui concerne la police, il n'y a pas de demande supplémentaire, si ce n'est 16 000 € en plus qui sont financés par le fonds de réserve extra de la police. Et les 16 000 € étaient pour de l'informatique, hein, si je ne me trompe pas. Je regarde la directrice financière qui m'a dit oui, c'est ça, c'est bien ça. C'était pour du matériel informatique. Voilà pour les grands principes de la modification budgétaire numéro 2. Peut-être juste ajouter que, avant et anticiper vos questions, qu'on avait quand même fait un point, si je me souviens bien, au mois de juin, lors du dernier conseil communal avant l'été, sur les fonds de réserve où M. Janssen, l'ancien directeur financier, avait bien expliqué que nos fonds de réserve en fin de législature 2024 étaient tout aussi haut, voire plus haut que ceux du début de la législature, en tout cas fin de la législature 18. Mais évidemment, ici, la MB2, vu les nombreux investissements que nous engageons aujourd'hui, prend dans les fonds de réserve, ce qui est classique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des recettes qui ne sont pas encore arrivées et qui permettront sans aucun doute de réalimenter tout ça. Voilà. Et Madame la directrice financière est encore là s'il y a d'autres questions pour y répondre. On va commencer par Madame Van Weber. Merci. Écoutez, tout d'abord, merci aux services communaux, aux services finances et à la directrice financière pour toutes les réponses aux questions et les dernières réponses qui sont arrivées juste avant le conseil. Merci beaucoup. Effectivement, dans la MB2, il n'y a rien de transcendant, j'ai envie de dire, dans les modifications qui sont apportées ici. Nous voterons toutefois toujours contre le budget, non pas évidemment en rapport à la qualité du service fourni par le service finance, mais tout simplement parce que le budget représente des choix politiques et qu'il y a des choix politiques dans le budget avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, sans surprise, Sacré-Cœur, triage, plan, tout ça, on ne va pas refaire le débat. Voilà, mais donc ceci explique expliquera notre vote négatif pour les modifications budgétaires communes et RCO, mais voilà, comme on est une nouvelle directrice financière, je le dis bien explicitement, ceci n'a rien à voir avec la qualité du service fourni par le service finance. Voilà, mais merci. Merci. Monsieur Cassier. Oui, merci. Mais comme vous l'avez précisé, Madame la Présidente, il s'agit d'une modification budgétaire technique, des rééquilibrages techniques. MVW en prend acte, comme pour les MV1, soit pour la commune ou pour la régie. Notamment un équilibrage technique, notamment pour régulariser les engagements de travaux sans crédit disponible au moment de leur adoption. Je rappelle quand même, mais pour le VW, voilà, cette modification, c'est une occasion ratée de prendre en compte des investissements nécessaires pour relever des défis importants auxquels la commune doit répondre, notamment mobilité, rénovation, mise aux normes énergétiques des bâtiments communaux. Et j'en profite également pour remercier, bien sûr, la présidente de la commission et la directrice financière pour les réponses reçues aux questions. Et donc, je n'en aurai plus aujourd'hui. Merci. Merci. Voilà, je voulais faire une intervention concernant notamment les intérêts débiteurs pour les concurrents Belfius. Vous avez expliqué la raison du pourquoi nous devions provisionner, enfin, j'ai compris, donc c'est
quand même 150 000 euros parce que la région Wallonne nous doit 17 millions, moins les 4 millions que vous avez parlé. Dans quelle mesure, alors que c'est un pouvoir public responsable, la région Wallonne, qui nous entraîne dans des coûts d'intérêt, ne pouvons-nous pas intervenir? C'est vrai que peut-être que si on avait un parlementaire wallon, en l'occurrence, au sein de notre assemblée, ce serait intéressant dans la mesure où il y a vraiment ne pas réagir au fait que nous payons 150 000 euros d'intérêt aux banques parce que la région wallonne ne paye pas la dette qu'elle a vis-à-vis de la commune de Waterloo, et ça doit être sans doute pour un ensemble de communes comme ça, rester amorphe face à ce type de situation, ça me semble assez grave. Demander aux contribuables Waterloo de payer 150 000 euros parce que la région wallonne ne paye pas ses dettes, c'est assez invraisemblable. Je trouve qu'il faut intervenir, que ce soit par l'intervention de l'Union des villes et des communes, que ce soit par l'intervention d'autres organismes de pression, mais je trouve que rester inactif par rapport à ça, c'est vraiment dommage. Je voulais quand même souligner qu'il y avait une baisse du subside là, donc pour la place Capouillet. Hein, j'ai constaté que le total du coût de la place Capouillet jusqu'à présent, c'était 2 134 000 euros. J'espère que chacun des conseillers a bien conscience que le choix qu'on a fait pour cette place, c'est plus de 2 millions d'euros. Le chemin d'Assens, pour lequel je suis intervenu la fois dernière, maintenant c'est monté à 535 000 euros pour une voirie qui risque d'être peu usitée comme je le souligne. Alors que les modifications budgétaires indiquent bien que l'augmentation des emprunts, rien que des emprunts, si on les effectue effectivement nos projets, notre dette sera augmentée de 7 400 000 euros. Alors je voudrais faire quand même une déclaration un peu, peut-être sort un peu du sujet, mais qui fondamentalement pour moi est assez important par rapport aux événements. Le bilan de la région de Valence ne cesse chaque jour de s'aggraver. Plus de 200 morts et plus de 1000 personnes disparues. Des dégâts énormes provoqués par des pluies diluviennes se sont abattus sur cette région espagnole. Au-delà de nos condoléances aux familles des victimes et de notre solidarité qui doit s'exprimer, cette catastrophe doit nous interpeller sur les mesures à prendre pour gérer dans nos différents territoires les risques de catastrophes naturelles, les prévenir et en réduire les conséquences. Je pense que notre décision aujourd'hui par rapport à l'achat de ces terrains, de ces 2 terrains pour 1,6 million près du Gard, diminuer les espaces naturels et augmenter l'étalement urbain est pour ma part une grande responsabilité par rapport à l'avenir. Notre devoir est d'anticiper au maximum les situations critiques. Je pense que cette équipe-ci, ce conseil-ci, les conseillers de cette mandature-ci, nous prenons une grande responsabilité par rapport à l'avenir. C'est peut-être dans 10, 20, 30, 40, 50 ans que quelque chose peut se passer, mais je crois que l'opposition a suffisamment soulevé les risques que nous prenions en bétonnant, en étalant l'urbanisme au-delà du chemin de fer de Waterloo. Et pour ma part, rien que pour ce point-là, je refuse bien entendu de voter positivement les modifications budgétaires. Je vous remercie d'avoir écouté. Bon, je pense que tout cela ne demande pas de réponse. Juste peut-être une précision, la place Capouillet, c'était une opération, je pense avoir dit, au minimum 150 mais c'est une opération de revitalisation urbaine complètement financée par la région wallonne, sauf que les surplus n'ont pas été pris en charge par les régions vu l'augmentation des coûts des matériaux. Et les surplus demandés par l'entrepreneur que nous prenons en charge. Et donc, ça ne coûte absolument pas de millions à la commune, bien au contraire. Voilà. Il est marqué emprunt, excusez-moi Madame la Présidente, emprunt à contracter pour la place Capouillet, 856 000 euros. C'est dans les documents. Qui arrive
Il y a des subsides qui vont financer. Et La place Capouillet est les montants de subsides dans le document 1 370 qui diminue d'ailleurs dans les modifications budgétaires numéro 2 et qui passe à 1 211 000. Et je demandais pourquoi il y a une diminution de 159 000 €. Alors que, évidemment, le montant d'emprunt contracté augmente à 856 000 €. C'est dans les documents. Il y a des choses que nous finançons nous-mêmes, comme les arbres, par exemple, qui ne font pas partie de l'opération de revitalisation urbaine, mais la rénovation, l'aménagement de la place Capouillet, sauf certaines choses que nous discutons nous-mêmes, comme notamment certains arbres, le mobilier urbain, des choses comme ça, des signalisations sont prises en charge par la commune. Le reste c'est une opération qui est financée à 100%. Nous avons eu entre-temps, et vous le savez très bien, la crise et la guerre en Ukraine et l'augmentation des coûts des matériaux, et donc la région nous avait dit, nous nous sommes engagés à un subside, nous ne bougeons pas ce subside, mais les surplus doivent être pris en charge par la commune. Voilà, c'est tout. Et bon, c'est un dossier qui se termine d'ailleurs, et je pense qu'il fera du bien à tout le monde. Voilà. Subside 1 370 000 diminue à 1 211 000 et coût total 2 134 000. Oui. Merci pour la réponse. Oui. Non. Donc oui, c'était les points 12, 13, 17, 36 et 37. Donc 13, 17, une modification budgétaire communale et police 36, 37. Oui, voilà, le 36, 37 au moins pour les autres. Non pour le 13, oui pour le reste. Non pour le 13, 17 et 8. Non pour le 13 et 17, et 8 pour la police, donc 36 et 37. Oui. Alors, on arrive au point 21, qui est le règlement, la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, pour l'exercice 24. J'ai bien constaté que le montant de la taxe n'avait pas évolué, mais comme on l'avait souligné la dernière fois, il n'y a toujours pas de réflexion sur une ventilation différente du paiement, notamment en tenant compte des familles monoparentales. Ça reste ménage une personne, ménage deux personnes, ménage trois personnes. C'est pour 24 et tous les règlements de taxes vont repasser lors de la prochaine législature, donc tout va être revu. Et donc, effectivement, on avait noté la réflexion pour les familles monoparentales, effectivement, donc on doit revoir tout ça. Je ne me trompe pas. Tout ça va être repassé. Ah, c'est pour le prochain, ok. Pour la prochaine, enfin, la nouvelle législature, en fait. Donc, après la mise en place du nouveau conseil communal, tous les réglementaires vont repasser ici. Et donc, mais ici, c'est encore terminé. Ancien, c'est pour terminer. Oui. Ok, merci. Oui. Oui, mais voilà, donc, comme les montants sont liés au coût vérité, je les rappelle, comme les années précédentes, qu'il y a sans doute des alternatives passant par des mesures pour diminuer les coûts, et surtout d'envisager un système qui permettrait de respecter au mieux ce coût vérité et d'encourager les efforts pour diminuer les déchets. Je sais qu'il y en a déjà qui sont pris, mais pas assez. Et donc, par exemple, les poubelles, la plus. Voilà. J'ajouterais juste que les efforts ils sont faits, les Waterloo-Toits font énormément d'efforts, les tris sont faits de plus en plus, il y a de moins en moins de sacs blancs, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a vraiment un effort depuis de nombreuses années
consentis par les habitants, mais les coûts de traitement augmentent. Ce sont les coûts de traitement qui augmentent et c'est normal. Plus on trie, plus on essaye de recycler et plus le traitement des déchets augmente. Ça, c'est une réalité. Et donc, on a beau trier, on a beau diminuer les déchets, il y a un coût qui augmente. Et ça va se généraliser un peu partout. On n'est pas encore à la fin d'augmentation. Mais effectivement, je rappelle que le coût vérité nous oblige à mettre en place la loi du pollueur-payeur, donc à répercuter tous les frais de traitement des déchets sur les riverains, et que donc la taxe est une taxe qui n'est pas liée à une volonté politique quelle qu'elle soit, mais à une réalité de société et une augmentation et une demande de la région wallonne, mais qui est purement mathématique, et vous l'avez très bien répété d'ailleurs, puisque c'est lié... La taxe est directement liée aux priorités et nous cherchons des alternatives. Mais en ce qui concerne les poubelles à puces, il y a eu des études et des évaluations déjà qui sont faites pour voir. Mais voilà, il faut vraiment travailler de concert avec les autres communes pour voir comment ça fonctionne. Je ne vous ferai pas part de mon expérience de rencontre avec des riverains d'autres communes qui utilisent les poubelles à puces aujourd'hui et qui sont prêts à déménager dans la seconde parce que c'est un système difficilement supportable pour les riverains. Donc je crois qu'il faut vraiment se poser et ne pas s'engager de façon téméraire et en tout cas sûrement pas pour une idéologie politique, mais simplement pour que ce soit le plus efficace possible. Mais en tout cas, en ce qui concerne les habitants, il faut vraiment des efforts. Voilà, je mets donc au vote. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Alors, je vais joindre les points 22, 23, 24 qui sont les budgets de l'exercice 25 de la mairie de l'église Saint-Pène, celui de Saint-Paul et le compte de Saint-Paul. Oui, je vais peut-être profiter de mon dernier conseil pour remercier tous les fabriciens qui œuvrent donc dans l'ombre pour que les églises soient bien entretenues. Et je dis depuis 6 ans, notre entente au niveau budget et dépenses a été vraiment bien maîtrisée. Je tiens à remercier tout le monde pour les efforts qu'ils ont faits. Ils n'ont pas dû trop intervenir, ils ont accepté qu'on étale les travaux d'année en année pour ne pas non plus trop prendre notre budget. Donc merci à tous les fabriciens. Merci Alain, mais il sera là le 2 décembre, hein, parce que nous allons évidemment remercier chaque membre du collège, en l'occurrence Alain Chasseur, mais aussi conseiller sortant, pour tout le travail effectué pendant toutes ces années. Merci. J'anticipe un tout petit peu. Mais voilà, je vais au vote. Oui. 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 On arrive au point 25, 26, 27, qui sont les assemblées générales de l'UDF Brabant-Wallon, d'Igno et d'Orez. Il n'y a pas eu de commission des affaires générales parce que le timing était vraiment trop serré. Les vacances de Toussaint, le lendemain des élections, tout ça a été un peu... On le regrette, mais voilà, c'est comme ça. Je le vote. Oui, juste. Madame la Présidente, il n'y a pas eu de commission, enfin, pas de possibilité, mais on a quand même eu une commission des finances la semaine dernière. Parce qu'on n'a pas pu avoir. Et la commission affaires générales. Elle n'est pas obligatoire. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est la première à le déplorer, mais que voulez-vous? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. 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 Oui.
Mais vous êtes tous, oui, vous pouvez tous aller à l'Assemblée Générale. Hein. Vous êtes tous invités. Comme vous voulez. C'est oui ou bien c'est non. C'est oui ou bien. Alors? Oui. C'est pas grave. Oui. Allez, oui. Abstention. Oui. 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 Alors, où est-ce qu'on en est? Les points 28, 29 et 30 sont des subventions indirectes, donc pour l'occupation de la salle communale de l'école du Chenois par l'Odéon, par la Société Royale de l'Indépendance Musicale et également par le Ritter Café. Votre question, je me veux? Oui. 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 Le point 31, c'est la subvention demandée par le Royal Syndicat d'Initiative pour le marché de Noël. Oui, Jean-Michel? Petite question sur la justification. Donc, on voit bien l'organisation du marché de Noël, mais dans la justification, il y a deux lignes parades, 10 000 € et primage, 500 €, juste les parades. Les parades, c'est. Les parades, Oui, oui. c'est les personnages Disney qui se lèvent et qui font un rendez-vous pour les enfants du marché de Noël vers les centres. D'accord. Je l'ai ouvert. Oui. 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 Alors, le point 32 concerne la mise à jour des tarifs pour la stérilisation des chats errants. Pas de question, si? Non? Oui? Oui. Mais, Peut-être. assurément. Vu le nombre croissant de chats errants, de quelle augmentation parle-t-on Des tarifs demandés par les vétérinaires. Oui, mais le nombre, je voudrais juste avoir un chiffre sur le nombre de chats errants qu'on a comptabilisé. En fait, honnêtement, je n'ai pas le nombre, je peux le chercher. On a relativement peu de chats errants avec nous, on n'a pas énormément. Mais voilà, il n'empêche que nos vétérinaires doivent intervenir et que quand ils interviennent, eh bien, ils vont demander d'obtenir un montant supérieur à celui qui avait été décidé en 2015 et qu'on a pris contact avec nos différentes communes voisines pour voir quels étaient les tarifs et on a adapté voilà, ce qu'on pouvait proposer aux vétérinaires pour ces services qui sont nécessaires, mais chez nous, on n'a pas de dizaines de chats errants par an. Et on a reçu en plus un subside. Oui, c'est ça, j'ai vu. Et donc, oui, le dossier mentionne également que le partenariat actuel sera revu avec le ou les vétérinaires. Quelle est la procédure? Est-ce que c'est un appel à l'ensemble des vétérinaires ou... Les vétérinaires qui souhaitent participer peuvent. Ils sont informés comment? Voilà, ce que j'ai vu comme information, ce que j'ai reçu, c'est une reconduction tacite, parce qu'il n'y aura pas lieu de... Ils ne se bousculent pas. Ils ne bousculent pas pour le faire, exactement. On est très contents au dernier qui accepte de le faire. Mais ils savent, ils sont contactés. Personnellement, j'ai même contacté au début de mon échevinal les différents vétérinaires pour savoir qui souhaitait faire quoi. Voilà, s'il n'y a pas une procédure, ça sera un marché de service. Non, parce que... Bon, c'est directeur général, marché de service. Et alors,
manière plus globale. Donc ce plan de stérilisation des chats errants, est-ce que ça rentre dans un plan plus global de protection des chats errants, ou de mesures à l'égard de chats errants? Donc ce plan de stérilisation des chats errants, est-ce que ça rentre dans le cadre de mesures plus globales à l'égard des chats errants? Bien, il n'y a que ce type de mesures à l'égard des chats. La stérilisation qui a de protection, mais à l'approche. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Oui. Pas d'autre. Je vous vote? Oui. 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 Alors, le point 33 concerne l'octroi de la subvention annuelle pour le centre culturel. Le point 34, les subventions communales pour la bibliothèque des bons livres, celle de Sainte-Anne et celle de Saint-François. Voilà. Pas de questions? Allez, 35. On va d'abord mettre au vote les 33 et 34. Soyons sérieux. Oui. 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 Le point 35 donc, concerne le contrat de programme 2026-2030 entre la commune de Waterloo, la communauté française, la province du Brabant-Wallon, l'espace Bernier et le centre culturel de Waterloo. Madame Delange ou Monsieur Louet, peut-être expliquer deux, trois Des questions? Oui. C'est bien fait, le contrat programme, incontestablement. Voilà, je suis assez étonné, on est en 2024. C'est un contrat programme de 2026 à 2030. Sauf erreur de ma part, il y aura quand même une nouvelle équipe le mois prochain ou le mois d'après. Normalement, on peut avoir un nouveau conseil d'administration, on peut avoir un nouveau ou une nouvelle présidente. Et on vote, cette équipe-ci, un contrat pour plusieurs années, pour l'équipe suivante, dont les détails, c'est assez bien fait, hein, donc 82 000 € par an indexés, 10 000 € d'extra, aide indirecte de service pour la salle Bastin, régisseur, etc. Dans quelle mesure ne pouvons-nous pas attendre janvier pour approuver ce document que j'approuverai, le problème n'est pas là, mais si jamais justement il y a une nouvelle équipe ou un président ou une présidente qui juge ou qu'il y a une autre vision, on s'engage pour eux aujourd'hui, alors que demain. Donc je propose le report. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est impossible, on est tenu par les délais qui sont imposés par la communauté française, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on ne peut pas reporter, on doit absolument le voter aujourd'hui. Alors, de toute façon... Moi, j'aime bien quand même signaler ça, même si c'est... J'imagine que c'est bien entendu, dans quelle mesure on ne peut pas leur dire, écoutez, dans les communes, il y a des élections tous les 6 ans, il y a une participation communale, il y a des représentants au conseil d'administration et à l'Assemblée générale, dans quelle mesure vous ne pouvez pas attendre tous les 6 ans, 2 mois pour... La question a été posée, mais on est tenu par les délais, donc c'est pour ça qu'on vous le propose aujourd'hui autrement. On est tenu par les délais, oui, on a fait la demande au niveau de l'administration, c'est tout à fait refusé, tout doit être rentré pour le mois de janvier, sinon on perd tous les subventions. La région wallonne... Alors, de toute façon, alors il faut savoir aussi que le contrat programme est calculé en fonction de la parité qui est imposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc il y a le montant des subventions qui sont attribuées par la Fédération Wallonie-Bruxelles au centre culturel et à charge pour
communes et provinces d'assurer la parité en termes de subventions. Donc de toute façon, les chiffres sont imposés. Oui, Merci Madame Delan. Il y a tout le reste. Hein. J'ai bien dit, il y a les aides indirectes qui sont des aides de la commune, hein, Bastin, la salle Bastin, les régisseurs, le fonctionnement des locaux, l'électricité, le chauffage, le nettoyage à charge ou pas de la commune, sont des choses pour lesquelles on peut discuter. Je rappelle que c'est quand même de 2026 à 2030. C'est pas 2025, 2026. Enfin bon, c'est comme ça. Mais les subventions indirectes font partie du package du total avec les subventions directes. Donc on a besoin de ces subventions indirectes aussi pour compléter les subventions directes pour arriver à la parité. Je mets donc au vote. Merci Monsieur Blé, merci Madame Leland. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Voilà, alors nous allons joindre maintenant les points, je me trompe, hein, les points 40, 41, 42, 43, 44 qui sont des ouvertures de la mobilité pour le personnel de la police. Je mets au vote. Oui. 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 Les points 45, 46 et 47 sont des points de circulation routière, un stationnement PMR d'église, des zones d'évitement, grève du métro et des passages piétons avenue de la Ferme. Voilà, je suppose qu'il n'y a pas de questions, si? Oui. Justement. Vous êtes jugé parti, attention, là. Non, mais en fait, c'est pas la vidéo. Moi j'habite avenue de la Ferme. Et justement, je ne sais pas si vous voyez bien l'endroit, mais donc c'est bien de mettre un passage pour piétons, mais il y a des endroits où il n'y a pas du tout de trottoir, chemin des postes, justement. Donc, moi je pense que là, il faut faire quelque chose pour la sécurité des enfants. Même parfois, les écoles viennent en haut. Je le demande aux institutrices si elles n'ont pas peur, parce qu'on est obligé de traverser 3 fois si on veut rester sur le trottoir. Hein, donc, moi je pense qu'il y a un endroit où il faut peut-être mettre que c'est un endroit que ça doit être pour une rue piétonne, enfin piétonne avec l'autorisation des voitures de passer, mais de faire en sorte que tout le monde sait que les piétons sont sur la route, parce qu'on ne peut pas autrement. Donc j'étais étonnée de voir un passage pour piétons qui peut être bien, mais alors je sais je remercie d'ailleurs le chef de corps de la police de Waterloo d'être présent. Vous voulez venez, monsieur le chef de corps? Non, je vais rester au port de la démocratie, la bourgmestre comme d'habitude. Il y a des barrières. Voilà, il y a des barrières. Une barrière, on peut vous avancer. Non, mais pour les passages pour piétons, si je me souviens bien du dossier qui avait été discuté, c'est pour permettre de traverser à l'angle avenue de la Ferme et du chemin des postes. Oui. Les trottoirs sont problématiques, mais le passage est de trottoir à trottoir. Donc c'est vraiment au niveau du... C'est le côté où il y a un trottoir. Voilà. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de trottoir. Donc si vous venez de la rue Saint-Germain... Chemin des postes... Non, le trottoir est étroit, il est minuscule. Non, il y a un côté où il n'y en a pas du tout. En tout cas, normalement le dossier, il y a un plan qui est annexé au dossier. On est toujours très attentif parce que sinon la région Wallonne n'accepte pas d'envoyer le piéton évidemment sur un trottoir ou sur un accotement qui est sécurisé. Mais là peut-être après je dois vérifier parce que je n'ai pas regardé le dossier ici aujourd'hui. Mais vous venez de la rue Saint-Germain sur le côté gauche, à un moment donné il n'y a pas du tout de trottoir. Donc si vous voulez être sur un trottoir, il faut traverser. Oui, mais c'est pour ça qu'on avait prévu un passage pour pouvoir aussi traverser
Parce que moi je voyais ça à l'inverse. C'était quand on venait du chemin des postes, ça permettait aussi de passer de l'autre côté du chemin des postes en passant par l'avenue de la ferme. Moi je le vois de l'autre côté. Je pense qu'il faut aussi prévoir que les gens ne vont pas traverser 3 fois la rue et qu'ils marchent sur la ferme. Oui. Bon, mais là on peut toujours rajouter. On a la photo, monsieur le chef de corps. C'est ça, hein. C'est quand on vient de la ville de la ferme, il faut. Là, juste au bout du trottoir, la maison est à fond. Ils sont placés à l'angle de. Et là, on est sur le trottoir. Du carrefour. On traverse toujours rue d'Atel. Et puis, hop, on traverse le chemin des postes. Sur les chemins, on en avait discuté en CTMP, mais ça n'avait pas posé de problème. On avait vu les plans. Peut-être après la séance. On regardera. Mais donc, sur le principe de mettre des passages piétons, on est d'accord? On est open? Oui. 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 Nous en arrivons aux questions orales d'actualité. Et puisque nous parlons sécurité routière, je propose de donner la parole au groupe économique. Allez, bonjour. Merci beaucoup. Écoutez, on a remarqué, et je ne pense pas être le seul, ni le seul, qu'une jolie signalétique a été apposée devant toute une série d'écoles. Ça nous ramène à mai 2022, où on avait, sauf erreur, posé une question sur ce sujet, puisqu'effectivement, la ministre Annette Debu avait annoncé une enveloppe de 7 millions pour subsidier ce genre d'aménagement. Et voilà, il nous avait semblé que voilà, on n'était pas tout à fait sûr que l'information allait passer. Et donc, je voulais poser la question à M. Greenmayer, est-ce que c'est dans ce cadre-là que je suppose qu'on a posé notre candidature, pardon. Donc ça c'est la première partie de la question, mais évidemment ça ne règle pas tous les problèmes de sécurité aux abords des écoles. Il y a des endroits où il serait quand même bon de réfléchir à des aménagements supplémentaires, par exemple des barrières pour éviter aux abords des passages pour piétons, aux enfants de traverser trop facilement. Il y en a, mais pas partout. Bien veiller à ce que des panneaux veillant au ralentissement de la circulation soient posés. Zone 30, je pense que globalement ça va, mais peut-être à checker. Et d'autres mesures complémentaires pourraient peut-être être aussi envisagées. Je pense notamment aux rues scolaires. On a déjà à plusieurs reprises posé la question. Je sais bien que ce n'est pas possible dans toutes les écoles. Je pense qu'il y a une ou l'autre école où, honnêtement, je pense que ce serait envisageable. Donc voilà, ça c'est l'objet de la question que je soumets à M. Greenmayer. Merci. Oui, donc les marquages au sol, c'est bien le subside de la région Wallonne. Pour Waterloo, on a reçu le subside pour 8 endroits. Donc là, pour l'instant, il y en a 7 qui sont faits, qui arrivent. Sur la grève échelle devant l'école Saint-John, donc du coup, il faut que ça soit qu'il y ait moins de véhicules. Donc ça sera fait dans le courant du mois. Et sinon, bah oui, les aménagements, on a fait donc ce marquage au sol. On a mis des piétons devant quelques écoles. Les barrières que vous dites, on en a devant chaque école, mais attention, on ne peut pas en mettre partout, parce que ces barrières, si vous les mettez à des endroits, vous ne savez plus où vous avez, parce que vous ne savez plus où vous avez le piège. Donc, on peut en mettre, en effet, aux endroits un petit peu dangereux, mais on peut pas dans les virages, on ne peut pas en mettre, parce que sinon, il n'y a plus d'endroits pour se stationner près des écoles. Par contre, pour la rue scolaire, par contre, c'est en effet envisageable dans certaines rues scolaires, mais pas toutes. Donc là, on peut éventuellement avoir un projet pour tester, éventuellement, avec une école, et pourquoi pas, si ça fonctionne, éclairer le sujet à notre école. Mais il faut, attention, pour une rue scolaire, il faut vraiment que l'école joue le jeu aussi, et qu'il y ait des bénévoles ou des gens qui sont là pour garder les barrières. Et bon, les riverains doivent être aussi contraignants pour les riverains, donc ils savent qu'à certains horaires, ils ne peuvent pas sortir de chez eux en heure de pointe.
Merci. Alors, vous continuez peut-être pour... Donc on est dans les les lignes jaunes. Donc je voulais savoir si c'était une erreur ou pas d'avoir mis des lignes jaunes sous des emplacements de parking rue de l'Infante. Donc parce que les vélos ne roulent pas en dessous des voitures, en principe. Donc voilà, c'est surtout bon de savoir aussi, voilà, si c'est une toute petite portion qui a été faite là, bon, moi je me mettrais les bandes jaunes au milieu de la route. Mais non, je ne sais pas si pour les autres projets où vous allez, il y a aussi les lignes jaunes chemin de avenue du Chambet, où c'est aussi les gens peuvent se garer. Donc voilà, je me demandais ce que la commune allait prendre comme décision, si ça leur être légal que les voitures soient sur les lignes jaunes. Dit voici, hein, donc l'itinéraire. C'est ça qui m'inquiète. Non mais je vais donc vous répondre, vous allez comprendre directement. Donc en fait le projet a été soumis à la région Wallonne il y a quelques mois et la région Wallonne a émis quelques remarques. Et en effet, il y a un premier plan qui a été fait, un deuxième plan. Et le bureau d'études, malheureusement, a utilisé le mauvais plan pour donner ça à l'entrepreneur. Et donc, il y a en effet des marquages qui ne devraient pas être faits. Et donc, ils vont être effacés dans les semaines à venir. Mais donc, en fait, il y aura des bandes suggérées. Donc, les bandes autres que vous voyez, c'est des bandes suggérées. Et là où il y a des emplacements de stationnement, à la rue de la Forme par exemple, elles devaient être interrompues. Il devait y avoir juste des chevrons vélos pour dire, voilà, à ces endroits-là, on suggère quand même d'y aller, même s'il y a des voitures stationnées. Parce que de toute façon, la peinture, c'est du gaspillage. Hein. Là, rue de l'Infante, les voitures sont stationnées 90% du temps. Là, moi, j'ai... Maintenant, rue de l'Infante, bon, c'est des deux façades, il y a beaucoup d'appartements. Là, on ne va pas interdire le stationnement. Non, mais je suis d'accord qu'ils stationnent là, mais on peut très bien mettre une bande jaune à côté. Hein. Au milieu de la route. Ouais, non, ça doit être... Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, les vélos seront... Si le principe de la bande jaune, c'est pour sécuriser le vélo et pour montrer où roulent les vélos, ben les vélos, ils roulent là. Donc, vous pouvez interrompre, mais je veux dire, si le but est de sécuriser les vélos, moi je mettrais une bande jaune... Le but, c'est de suggérer et réduire la visibilité un petit peu aux automobilistes. Et c'est dans le but aussi d'attirer l'attention des automobilistes qu'il peut y avoir des vélos. Donc, la zone 30, c'est bien une zone 30 pour faire du 30 à l'heure. Ça ne sera pas sur tout l'itinéraire non plus, c'est juste rue d'Infante et Jean Remet. Il y a sinon sur l'itinéraire, il y a aussi, donc, vous voyez, le dossier est assez suffisamment endroit ici, donc il y a les télécyclages. Mais donc, je suis rassurée que vous ne pensez pas mettre des bandes jaunes partout, là où les voitures, c'est quand même... Question suivante. Monsieur Gassier. Oui, merci. C'était à nouveau une question de sécurité relative à l'éclairage public sur les voiries communales et régionales qui traversent la commune. C'était pour savoir à quelle heure elle se déclenchait cet éclairage public. Je vais constater qu'un
Mais ce problème d'avaloir n'est pas seulement lié à l'entretien, c'est aussi un problème de curage, de raccordement d'avaloir. Et donc nous allons acquérir une véritable cureuse d'avaloir avec le charroi dédié. Ce sera au budget 2020. Effectivement. D'entretenir son trottoir et ses filets d'eau. Voilà. Merci pour cette bonne nouvelle. Je rappelle quand même que c'est pas facile les filets d'eau devant des immeubles, appartements, parce que la personne est responsable. En général, il y a un syndic. Enfin, merci pour la bonne nouvelle au niveau des machines, parce que je crois que c'était absolument nécessaire. Je peux continuer pour ma dernière question? Je vous en prie. J'avais donc aussi une question concernant l'éclairage de nuit. Où en est-on aujourd'hui au niveau financier? Dans quelle mesure maintenant nous avons un bilan financier faisant éventuellement, globalement, on peut dire, voilà, on a autant de dizaines de milliers d'euros, donc arrondi bien entendu, mais je crois que ça dure depuis quelque temps, c'est un peu comme le changement d'heure. Hein. Il y a un moment où on peut quand même faire un bilan définitif pour savoir ce qu'on fait ou pas. Deuxièmement, y a-t-il, par rapport à ce type de problématique qui est dans les mêmes de problèmes ou de questionnements, en tout cas, des négociations avec ORES, dans quelle mesure on ne peut pas spécialement sécuriser des lieux type maison, entrepôt ou gare, hein, quand même des endroits où le soir c'est particulièrement, ça peut être un peu plus fréquenté. Donc, y a-t-il une analyse spécifique pour Waterloo avec ORES? Voilà. Je trouve que maintenant, on peut actualiser et faire le bilan de façon à savoir si c'est une décision qui a été tout à fait opportune ou qu'on peut éventuellement modifier ou laisser comme des choses comme ça. Merci. Monsieur Tunnel. Oui. On a déjà répondu à ce type de questions par rapport soit aux économies qui sont faites. Donc j'ai plus le chiffre par cœur, c'était aux environs des 200 000 euros, mais ça, je le lance comme ça, mais à vérifier. Mais le chiffre est variable puisque nous investissons chaque année aussi dans un nouvel éclairage LED. Donc on n'a pas encore terminé les investissements de toutes les voiries. Donc fatalement, en plus on investit dans le LED, au moins les coûts sont élevés, donc c'est vraiment le but. Ça c'est un. Deux, le collège a déjà demandé à ORES de pouvoir rétablir une partie de l'éclairage public certains jours, donc les week-ends, pendant les nuits, et pas la semaine. Donc ça c'est en discussion avec ORES. Et il faut savoir, on l'a déjà expliqué, donc on peut le répéter, c'est que Waterloo n'a pas son propre réseau unique d'éclairage public. Et donc il est interconnecté avec les communes voisines. Et donc dès qu'on touche un petit peu à ce type d'éclairage, fatalement, si on éteint à Waterloo, il y a une partie de Braine-l'Alleud qui va aussi être éteinte. Et l'inverse, si Braine-l'Alleud décide de tout éteindre, on aura les quartiers de Waterloo qui seront également éteints. Donc il faut qu'il y ait une coordination. C'est ce qui est fait par ORES. Et donc on a des réunions auxquelles j'assiste pour pouvoir coordonner tout ça. Et ORES doit, dans certains cas, faire certains investissements.
sera, oui, un par école pour l'ouvrier polyvalent, et pour les nuits, ils se partageront, ils ne seront pas de garde. Non, il n'y en aura qu'un seul, parce que c'est comme ça, et s'il est en vacances ou il est malade, ça sera l'autre, bien sûr, il aura pas de En fait, oui. En fait, l'ouvrier polyvalent, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, y avait-il encore une question? Oui, moi j'ai une question. Donc, mi-septembre, un chat avait été agressé par un chien qui n'était pas tenu en laisse. Le mercredi 30 octobre, on a vu dans la presse qu'une habitante avait déposé plainte car son chien avait été mordu par un autre. Donc on se demandait, pourriez-vous nous fournir des statistiques, des données sur les agressions canines ces dernières années? Sont-elles en augmentation? Et une citoyenne nous avait notamment interpellé à ce sujet avant l'été, et donc on aimerait savoir ce qui a été fait depuis cette... Sous le contrôle de notre chef. Les dernières années, clairement, je vais faire la recherche et je vous donnerai les chiffres pas plus tard que demain, parce que je ne les ai pas en tête. Mais en tout cas, nous n'avons pas les chiffres de morsures entre chiens. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la note, c'est un problème civil. Alors, on a acté la plainte parce que la personne est venue au commissariat et voulait absolument déposer plainte contre l'autre personne parce qu'il y avait une bagarre entre les deux chiens. Il faut savoir que le parquet nous autorise à acter une plainte pour un différend civil et plaise évidemment au procureur du roi de donner les suites voulues. Et donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de chiffres pour les bagarres entre chiens. Alors, d'expérience, je peux vous dire que c'est un peu comme les vols dans l'habitation et comme la criminalité globalement. J'ai tendance, après 37 ans, je trouve que c'est quand même en diminution, même si ça prend beaucoup plus d'ampleur parce qu'il y a les réseaux sociaux maintenant, qu'il y a une caisse de résonance et quand il se passe quelque chose, ça fait beaucoup de bruit. Mais demain, vous aurez les chiffres pour les coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance. C'est ça, je les ai. Mais là, je suis vraiment désolé, je n'ai pas vérifié, j'ai oublié aujourd'hui. Parce que j'ai été occupé à pas mal de choses. Et donc, je vous les fournirai demain. Et pour l'autre, là, il faut voir avec les assurances. Mais ça, je peux vous dire que nous faisons... on a eu justement quelqu'un qui est ici, m'a envoyé un courriel par rapport aux problématiques de chiens tenus en laisse et tout. On a pas mal de campagnes. J'ai même renvoyé encore, on a une policière qui a même fait des petits dessins et tout. Pas plus tard que cet après-midi, elle est passée 22 fois au bois des Bruyères et elle m'a rencontré. Elle a dit, ah, mais j'ai vu personne. Une des personnes que j'ai rencontrées avait des chiens en laisse. C'est très difficile et comme je l'ai expliqué, on ne pourra pas éradiquer quelqu'un qui veut, par rapport à une bagarre entre chiens, mais il faut essayer d'absolument diminuer l'intensité et la fréquence. Voilà. Est-ce que la réponse convient? Avec le complément qui va arriver demain. Exactement. Voilà. Ouais, je suis vraiment désolé, Je vous remercie. Alors, je crois qu'il y avait encore... Est-ce qu'il y a encore une question chez vous? Non? Chez vous, M. Cassius. Merci. Je reviens voir les questions de sécurité et voirie, et une question qui fait un peu écho à celle que mon voisin a posée tout à l'heure, relative au Savalois. C'est par rapport au tas de feuilles qui s'amoncellent cette saison, à certains endroits qui rendent les déplacements des piétons aux cyclistes dangereux, et notamment un endroit, avenue des Pâquerettes, donc près de l'entrée de la gare, pour être très concret. Et qu'est-ce qui est prévu par rapport à ces endroits où les feuilles ne sont pas dégagées? Alors, je ne sais pas si c'est des terrains privés ou pas, mais bon, c'est des arbres communaux. Et à nouveau, est-ce qu'il y a un ramassage régulier par rapport à des endroits fréquentés, comme d'abord les écoles ou la gare?
Oui, alors effectivement, des ramassages sont prévus aux abords en général des infrastructures communales et dans certains quartiers, effectivement, pour lesquels, en général, c'est là où il y a des arbres d'alignement qui sont vraiment de très grande taille, donc effectivement, beaucoup de feuilles. Pour les autres cibles, pour les lieux privés, ce sont évidemment pareil, hein, le RGP et chacun est prié de nettoyer son trottoir. À bord de la gare, là on passe, mais c'est aussi la SNCB qui doit faire en sorte que ce soit en état. Mais bon, si vraiment il y a un danger, c'est toujours la même chose, s'il y a un danger pour l'usager sur la voie publique, nos ouvriers interviennent. Voilà, c'est une période qui est compliquée pour nos ouvriers parce qu'ils ne peuvent pas être évidemment partout en même temps, mais donc on essaye vraiment d'aller aux endroits les plus dangereux sur la voie publique, devant les bâtiments communaux, devant les accès PML, etc., pour que ce soit le plus efficace possible. Redoubler de prudence, ne pas hésiter à nous prévenir s'il y a un endroit qui n'aurait pas été rapidement dégagé et qui pose danger, et c'est toujours la vigilance. Et donc effectivement on a des hommes qui tournent, on voudrait renforcer encore vraiment, mais ce sera pour la prochaine législature, mais vraiment renforcer le rôle des stewards notamment, mais aussi le rôle d'agents communaux du dépôt communal, mais qui tournent dans les rues pour vraiment toujours vérifier et signaler les anomalies, parce que voilà, on ne peut pas être partout, on ne voit pas tout, tout le monde ne nous prévient pas prévenir les réseaux sociaux d'un problème. Donc on voudrait vraiment intensifier des brigades propreté, sécurité pour vraiment faire le tour des rues de manière régulière. Donc, avenue des Pâquerettes, voilà, comme ça vous avez l'endroit. Et ben voilà, c'est un endroit. Merci. Alors, dernière question. On a parlé du règlement général de la police, mais ça concerne les zones bleues. Voilà, savoir si les contrôles sont effectués régulièrement pour vérifier le respect des règles de stationnement en zone bleue, à quelle fréquence, quelles sont les sanctions en cas d'infraction, voilà, qui ont lieu en 2024, le montant. Merci. Alors, je vais de nouveau répondre sous le contrôle du chef de corps, mais si je ne me trompe, la police de Waterloo mais aussi de prévention, et avant de sensibiliser, je vous en prie. Oui, mais justement, j'avais justement une question d'une dame qui est présente ici, donc je lui avais répondu. Donc, in tempore non suspectum, Madame la Présidente. Et donc, comme je lui avais répondu à cette dame, mais là c'était plus spécifiquement pour Jolibois, j'avais vérifié, il y a de nombreuses communes qui, notamment quand le stationnement est payant, dès que vous avez une seconde au-delà, hein, ils sont comme des rapaces, hein, ils vous tombent sur la tête et tout. Vous savez, ici au niveau de la politique générale, c'est d'essayer d'être ferme mais souple, de suivre quand même au niveau des zones bleues, mais on laisse une certaine tolérance. En tout cas, les agents de police qui font, je l'ai dit, on peut passer plus souvent, on peut verbaliser plus souvent, on essaye de passer au moins un jour sur deux dans les zones, mais il y a des endroits qui ne sont pas contrôlés régulièrement, ça aussi, il faut le savoir, qui sont parfois plus éloignés. Là, c'est aussi une politique générale que l'on veut mener. Pour plus spécifiquement Jolibois, c'est en cours avec une campagne de prévention. Mais moi, j'ai donné des instructions à mes agents de police pour dire, si vous voyez quelqu'un et que c'est légèrement dépassé, je leur ai dit, parce qu'il n'y a pas d'obligation, hein, puisque c'est une redevance, de ne pas verbaliser. J'assume. Maintenant, si on me demande d'être plus sévère, hein, et d'être inflexible, je pourrais l'être, mais les zones bleues, c'est aussi, moi je pense, un peu comme les arrêts et stationnements, il y a des endroits où on doit vraiment là être vraiment radical, hein, pour les stationnements handicapés, les passages pour piétons, ça ce n'est pas discutable, et puis il y a des endroits où on peut être plus souple. Et donc ici, pour les zones bleues, je voudrais reparler juste pour le conseil, rappelez-vous, quand on est sorti du Covid, on n'a plus contrôlé, donc il y a eu une certaine tolérance qui s'est instaurée, et puis je dois dire que moi-même je dois parfois être attentif à mes agents, hein, ou parfois
vous savez très bien qu'il y a des liens qui se font avec peut-être certains commerçants. Et donc là, on doit garder une certaine ligne. Hein, et ça, c'est ma responsabilité. Hein, et j'essaye de contrôler avec finesse et intelligence. Voilà. Tout en nuance. Merci, monsieur le chef de corps, pour votre présence et vos réponses. Avec plaisir. Et donc, le tout est une question d'équilibre, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, et de nuances. Voilà, merci. Et voilà. Et encore une question? Ah oui, effectivement, monsieur Chaussel. C'est la troisième communauté à Waterloo. C'est quand même pas mal ce qui se passe dans notre village. Oui, évidemment, comme tout le monde, on a regardé les images qui nous sont rapportées par tous les journalistes du monde entier. On n'a pas resté insensible à ça, évidemment. Donc il a été décidé de faire un peu comme avec l'Ukraine. Parce qu'on a entendu aussi maintenant des gens, il faut bien différencier les aides qu'on peut apporter. Ils ont beaucoup trop de vêtements, ils disaient fini, il ne faut plus apporter de vêtements. Or, souvent, quand on fait des campagnes de collecte, les gens mettent beaucoup de vêtements. Donc, première chose, c'est de prendre contact avec l'ambassade pour voir ce dont ils ont besoin. On sait qu'il y a de la nourriture, cardio, mais il y a peut-être des couvertures, des tentes, je ne sais pas. Ça sera la première chose qu'on a fait pour l'Ukraine aussi. Et puis, on a la chance maintenant d'avoir Roppler qui va pouvoir réagir assez rapidement. Et quand même quelques associations aussi qui pourront nous aider. Et on pourrait mettre un point de collecte comme on l'avait fait en fait pour l'Ukraine. Donc, c'est en cours. La réflexion est là. Ah, c'est chouette. Merci. Ben voilà, qui clôture la séance publique du Conseil communal. Dernier